Mon mari et sa secrétaire, qui était aussi sa maîtresse secrète, m'ont licencié au moment où ils ont pris le contrôle de l'entreprise. Nous n'avons pas besoin de personnes paresseuses comme vous, ont-ils dit. J'ai souri poliment et je suis parti. Le lendemain, leur père a demandé, pourquoi diable l'avez-vous licencié? Quand ils ont vu le contrat, ils ont été choqués. 3 semaines plus tôt, j'avais oublié mon chargeur de téléphone au bureau et j'y étais retourné après les heures pour le récupérer. L'étage principal était désert, mais un filet de lumière s'échappait de sous la porte d'Étienne. Je m'approchai doucement, ne voulant pas déranger s'il était en communication. Elle n'a aucune idée, j'ai entendu Juliette murmurer, sa voix intime d'une manière qui me noua l'estomac. Une fois que ton père nous cédera le contrôle, nous pourrons enfin arrêter de faire semblant. Le rire bas et conspirateur d'Étienne était un rire que je n'avais jamais entendu auparavant. L'alerte santé de papa était la poussée dont nous avions besoin. Le plan de succession est déjà en marche. Je me figeai, main suspendue à mi-chemin de la porte. Je les vis, Juliette perchée sur le bureau de mon mari, sa jupe remontée indécemment haut, ses doigts traçant des motifs sur la poitrine d'Étienne tandis qu'il se tenait entre ses jambes. « Et Sophie ?» demanda Juliette, prononçant mon nom comme si cela lui laissait un mauvais goût dans la bouche. « Elle a servi son but », répondit Étienne. « Papa a toujours eu une faiblesse pour elle, mais il ne réfléchit pas clairement ces jours-ci. Une fois que je serai en charge, nous l'éliminerons progressivement. Elle se repose sur ses lauriers depuis des années de toute façon. Quelque chose se brisa en moi cette nuit-là, la confiance, l'amour, l'illusion d'un mariage de 15 ans. Mais quelque chose d'autre se durcit à la place. Je m'éclipsai sans être remarqué, laissant mon chargeur de téléphone derrière moi, et rentrai chez moi dans un état second. Quand Étienne rentra des heures plus tard, je fis semblant de dormir, m'achetant du temps pour réfléchir. La crise cardiaque d'Antoine il y a 6 mois avait tout changé, bien que légère, elle avait bouleversé tout le monde, surtout son fils. Antoine Lefebvre avait bâti Lefebvre Technologies à partir de rien, la transformant en une entreprise technologique de taille moyenne respectée. J'avais vu la tension que cela lui imposait au fil des ans, le fardeau du leadership visible dans les rides qui se creusaient autour de ses yeux. Mais j'avais aussi vu sa fierté quand l'entreprise atteignait jalon après jalon. Étienne avait toujours travaillé dans l'entreprise de son père, préparé depuis l'université pour prendre la relève un jour. Je l'avais rencontré pendant ma première semaine en tant que chef de projet. Il était charmant, ambitieux et semblait sincèrement intéressé par mes idées. Notre romance éclair a culminé par le mariage en l'espace d'1 an. Antoine m'avait accueilli chaleureusement, à la fois comme belle-fille et comme employé avec des perspectives nouvelles. Ce que personne chez Lefebvre Technologies ne savait, sauf Antoine, c'est que je n'étais pas seulement la femme d'Étienne ou une employée de niveau intermédiaire, j'étais l'associée silencieuse qui avait fourni le capital initial qui avait sauvé l'entreprise pendant ses premières années difficiles. Mon héritage de mes grands-parents avait été substantiel, et j'avais cru en la vision d'Antoine assez pour investir tout. Nous avions gardé mon implication discrète au début pour des raisons pratiques, puis maintenu le secret comme un avantage stratégique, cela m'a permis d'observer la culture d'entreprise sans filtre, de voir comment les employés étaient réellement traités quand ils pensaient que personne d'important ne regardait. Après l'alerte santé d'Antoine, je remarquai des changements subtils chez Étienne, son affection envers moi se refroidit, nos conversations sur le travail devinrent vagues et dédaigneuses. Il commença à rentrer plus tard, sentant un parfum inconnu, trouvant de minces excuses concernant des dîners clients et des réunions d'urgence. J'avais soupçonné une liaison, mais avais été trop peur de le confirmer jusqu'à cette nuit au bureau. Les semaines suivantes apportèrent une série de réunions secrètes auxquelles Étienne ne m'invitait pas. Antoine appelait moins fréquemment, semblant tendu quand nous parlions. Le bouche à oreille de l'entreprise bourdonnait de rumeurs de réorganisation. J'observais tout cela se dérouler avec un étrange détachement, comme observer une pièce où je connaissais déjà la fin tragique, ce qui m'amena à la réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui, l'aboutissement de la trahison qui se construisait depuis des mois. Sophie, votre poste est supprimé dans le cadre de notre restructuration, continua Étienne, feuilletant des papiers sans croiser mon regard. L'indemnité de départ est généreuse, considérant vos contributions. Juliette fit glisser un dossier sur la table, ses ongles rouges tapotant impatiemment tandis que je ne faisais aucun mouvement pour le prendre. C'est une procédure standard, ajouta-t-elle avec une fausse sympathie. Nous simplifions les opérations maintenant qu'Étienne a assumé le contrôle total de son père. Où est Antoine ? Demandai-je, ma voix plus ferme que prévu. Papa se repose à la maison, sur ordre du médecin, répondit rapidement Étienne. Il a cédé le contrôle opérationnel, mais reste président émérite.
Il fait confiance à ma vision pour l'avenir de l'entreprise. J'en doutais fort. Antoine et moi avions parlé la semaine dernière des récentes décisions d'Étienne, les compromis faits sur le contrôle qualité, les employés fidèles remplacés par ses amis d'université, les aventures risquées entreprises sans la diligence requise. Antoine avait été troublé, partagé entre la fierté paternelle et le sens des affaires. Je vois, dis-je, atteignant finalement le dossier. Je l'ouvris, balayai la première page et le refermai. C'est tout? Étienne cligna des yeux, clairement décontenancé par mon calme. Il s'attendait à des larmes, peut-être une scène. Juliette parut tout aussi confuse, son triomphe s'évanouissant face à mon comportement calme. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour vider votre bureau, dit-elle, tentant de reprendre le contrôle. La sécurité vous escortera. Je me levai, lissant ma jupe. Ce ne sera pas nécessaire. Je peux trouver seul la sortie de l'immeuble où j'ai travaillé pendant 15 ans. Tandis que je rassemblais mes affaires, je sentis le malaise collectif du conseil. C'étaient des gens avec qui j'avais travaillé côte à côte pendant des années, certains amis, certains de simples connaissances. Aucun ne parla. Une question, dis-je, m'arrêtant à la porte. Est-ce qu'Antoine c'est pour cette réunion? Un éclair de malaise traversa le visage d'Étienne. Papa s'est retiré des opérations quotidiennes. Je gère les choses maintenant. J'hochetai la tête lentement. Félicitations pour votre promotion, Étienne. Vous aussi, Juliette. J'imagine que votre nouveau poste s'accompagne d'avantages substantiels. Juliette rougit, mais la mâchoire d'Étienne se serra de colère. Il reconnut le double sens de mes mots. Je sortis avec dignité, passant devant les regards curieux des collègues, passant devant le bureau que j'avais occupé pendant plus d'une décennie. Mon extérieur calme ne trahissait rien des calculs qui se déroulaient dans mon esprit. Il pensait m'avoir vu pour la dernière fois, une employée licenciée, une future ex-femme, une note de bas de page dans l'histoire de l'entreprise. Il n'avait aucune idée de ce que le lendemain apporterait. Je marchais vers ma voiture dans le parking de l'entreprise, mon carton d'affaires personnel plus léger que ne le devrait être 15 ans de souvenirs. L'agent de sécurité Jacques, qui m'avait surveillé lors d'innombrables soirées tardives, me fit un signe de tête sympathique. Il savait mieux que quiconque de ne pas proposer l'escorte que Juliette avait ordonnée. Tandis que je m'éloignais en voiture de Lefebvre Technologies, mon esprit divaguait vers là où tout avait commencé, la conférence parisienne de l'innovation commerciale il y a 16 ans. J'étais fraîchement sorti de mon programme de MBA, désireuse de faire ma marque, toujours en deuil du décès de mes grands-parents, essayant de trouver quoi faire de l'héritage substantiel qu'ils m'avaient laissé. Antoine Lefebvre se distingua immédiatement, non pas parce qu'il était le présentateur le plus bruyant ou le plus tape à accent grave-l'œil, mais à cause de sa passion tranquille. Tandis que d'autres entrepreneurs présentaient des applications à moitié cuites et des plateformes de médias sociaux discutables, Antoine avait de véritables prototypes pour des systèmes de construction éco-énergétique. Son stand était modeste comparé au chouchou du capital risque, mais ses yeux s'illuminaient en expliquant la technologie. Le problème, il me dit après que je me fusse attardé à son étalage assez longtemps pour poser des questions détaillées, n'est pas la technologie, c'est le capital. Les banques nous voient comme trop risqués, et les capital risqueurs veulent une participation majoritaire. Nous finîmes par parler pendant des heures au bar de l'hôtel après coup, esquissant des possibilités sur des serviettes de cocktail. Antoine avait 20 ans d'expérience en ingénierie, une petite équipe mais dévouée, et un entrepôt plein de prototypes prometteurs. Ce qu'il n'avait pas, c'était de la marge. Mon fils vient d'être diplômé de l'école de commerce, mentionna-t-il, la fierté évidente dans sa voix. Étienne a des idées fraîches sur le marketing, les canaux de distribution que je n'avais pas considérés. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était rare, un père et un fils voulant construire quelque chose de significatif ensemble. Cela a résonné en moi. J'avais été proche de mon grand-père, qui avait toujours regretté de ne pas avoir eu le capital pour agrandir sa petite quincaillerie. Et si j'investissais, demandai-je impulsivement après mon 3e thé glacé. Mes grands-parents m'ont laissé leurs économies d'une vie. Cela dort juste sur des comptes pendant que je cherche quoi faire de ma vie. Antoine avait ri, pensant que je plaisantais. Quand il réalisa que je ne plaisantais pas, son expression devint sérieuse. Ce n'est pas quelque chose à offrir à la légère, Sophie. Mais ce n'était pas une offre légère. Nous nous rencontrâmes à nouveau le lendemain et le jour d'après. Il me montra des plans d'affaires, des études de marché, des demandes de brevets. À la fin de la semaine, j'étais convaincu. 500 000 €,
dis-je dans sa chambre d'hôtel le dernier jour de la conférence. 49% de l'entreprise. Antoine faillit s'étouffer avec son café. C'est trop généreux et, franchement, trop risqué pour vous. Je secouai la tête. J'ai lu chaque page de votre plan d'affaires. Je crois en ce que vous construisez, mais je veux 51%. Son visage s'affaissa. Je ne peux pas céder le contrôle majoritaire, Sophie. Cette entreprise est l'œuvre de ma vie. Je ne veux pas de contrôle au jour le jour, précisai-je. Je veux une protection. J'ai vu trop d'investisseurs se faire écarter une fois les entreprises devenues prospères. Nous rédigerons un accord, vous dirigez l'entreprise comme bon vous semble, mais les décisions majeures requièrent mon approbation. Et je veux un poste au sein de l'entreprise, quelque chose qui me permette de comprendre l'entreprise depuis la base. Antoine m'étudia longuement. Vous ne ressemblez à aucun investisseur que j'ai rencontré. La plupart veulent des rapports trimestriels et des retours sur investissement passif. Je ne suis pas la plupart des investisseurs, répondis-je. Je veux apprendre à construire quelque chose de significatif, mais je veux aussi de la sécurité. Nous nous serrâmes la main ce jour-là, commençant un partenariat qui transformerait nos deux vies. J'appelai ma cousine Manon, une avocate d'affaires impitoyable, pour rédiger notre accord. Elle pensait que j'étais folle d'investir tout mon héritage, mais elle s'assura que le contrat était blindé. Cette clause, elle me la fit remarquer lors de notre 3e révision, garantit que si quelqu'un tente de vous retirer de l'entreprise sans motif, votre participation se convertit automatiquement en 70% des actions avec droit de vote. Cela semble extrême, dis-je, surprise par son approche intransigeante. Manon me fixa de son regard sévère d'avocate. Les entreprises familiales se compliquent, Sophie, surtout quand il y a un fils impliqué qui n'a pas gagné ce que son père a bâti. Faites-moi confiance sur ce point. Je signai les documents, virai les fonds et déménageai pour rejoindre Lefebvre Technologies en tant que chef de projet. Antoine m'introduisit à Étienne à la fête de Noël de l'entreprise cette année-là. L'attirance fut immédiate et mutuelle. Quand Antoine vit l'étincelle entre nous, il me prit à part. Cela complique les choses, dit-il, sirotant un whisky. Si vous et Étienne vous engagez, nous devrions garder votre statut d'investisseur secret. Pas pour toujours, mais jusqu'à ce que nous soyons sûrs. J'acceptais, notre relation était distincte des affaires, et je voulais gagner le respect par mon travail, pas par ma participation financière. Tandis qu'Étienne et moi nous rapprochions, le secret devint notre norme. Seul Antoine, Manon et le comptable de l'entreprise connaissaient la vérité. Les années passèrent, l'entreprise prospéra, Étienne et moi nous mariâmes. Je gravissais les échelons du management intermédiaire par mes propres mérites, prenant soin de ne jamais utiliser mon influence cachée. Antoine devint non seulement un partenaire commercial, mais un véritable ami, me confiant souvent des affaires de l'entreprise qu'il ne discuterait pas avec d'autres. Il y a environ 3 ans, ces conversations prirent une tournure inquiétante. Étienne veut faire des économies sur la nouvelle gamme de produits, confessa Antoine lors d'un de nos dîners mensuels. Il dit que nous pourrions économiser 15% sur les coûts de fabrication en changeant de fournisseur. Le fabricant coréen, demandai-je, familiarisé avec la proposition. Leur contrôle qualité a été remis en question à l'échelle de l'industrie. Antoine hocha la tête, les rides se creusant autour de ses yeux. J'ai bâti cette entreprise sur la fiabilité. Un seul rappel pourrait détruire notre réputation. Ce n'étaient pas seulement les décisions commerciales qui inquiétaient Antoine, mais aussi le caractère d'Étienne, sa manière de traiter les employés, son attention portée aux apparences plutôt qu'à la substance. Et, de plus en plus, il s'inquiétait pour Juliette. Elle est ambitieuse, dit prudemment Antoine après sa promotion au poste d'assistante exécutive. Rien de mal à l'ambition, mais... Mais quoi, l'interrompis-je. Elle me rappelle mon ex-femme, avoua-t-il, toujours à la recherche d'avantages, de statut. Je vois comment elle regarde Étienne. J'aurais dû prêter plus d'attention à ses préoccupations, mais j'étais occupé à lancer notre division développement durable, luttant pour des ressources contre la préférence d'Étienne pour des projets plus tape à accent grave-l'œil. Lentement, presque imperceptiblement, mon mari et moi commençâmes à vivre des vies parallèles, connectés par le mariage dans l'entreprise, mais nous éloignant en termes de valeurs. Après la crise cardiaque d'Antoine, lors d'un moment privé à l'hôpital, il me serra la main avec une force surprenante. « Tu te souviens de ton contrat » murmura-t-il. « Manon s'est assurée que tu serais protégé, quoi qu'il arrive. » À l'époque, j'avais pensé qu'il délirait à cause des médicaments. Maintenant,
rentrant du bureau en voiture avec ma carrière et mon mariage en ruine, ces mots résonnaient avec une clarté prophétique. J'entrai dans mon allée, pris une profonde respiration et passai 2 appels, le premier à Antoine, le second à Manon. Demain serait un jour très différent. Je dormis étonnamment bien cette nuit-là, me réveillant au son incessant de mon téléphone qui vibrait, 6 appels manqués d'Étienne, 3 de Juliette et un message d'Antoine, c'est fait. Je viens te chercher dans 30 minutes. Café à la main, je regardais par la fenêtre de la cuisine tandis que la berline raisonnable d'Antoine entrait dans mon allée exactement à l'heure. Il avait toujours été ponctuel, une qualité qu'Étienne n'avait jamais héritée. Tu as meilleure mine que prévu, dit Antoine tandis que je me glissais sur le siège passager. Son teint s'était amélioré, bien que la fatigue marquait son visage de ride. Être sous-estimé a ses avantages, répondis-je. Comment ça s'est passé? Les phalanges d'Antoine blanchirent sur le volant. Pire que je ne l'imaginais. Mieux qu'il ne le méritait. Il était allé au bureau à 7 heures du matin, plus tôt que son horaire habituel depuis sa crise cardiaque. Étienne et Juliette étaient déjà là, célébrant apparemment leur coup d'état avec du champagne dans le bureau d'angle nouvellement agrandi d'Étienne, mon ancien espace de travail maintenant incorporé dans son domaine. J'ai entendu les rires de l'extérieur, dit Antoine, le dégoût évident dans sa voix. Il n'avait même pas eu la décence de fermer correctement la porte. Quand je suis entré, Juliette était assise sur mon ancien bureau, Sophie, avec ses chaussures enlevées, ses jambes. Il s'interrompit, trop de gentleman pour continuer. Je peux imaginer, dis-je calmement. Antoine s'était tenu dans l'encadrement de la porte sans être remarqué pendant plusieurs secondes avant de s'éclaircir la gorge. Faire la fête sans moi, avait-il demandé, sa voix trompeusement douce. Étienne avait failli tomber de sa chaise. Papa, tu es censé te reposer. Clairement, pour que je n'interfère pas avec tes décisions de gestion. Antoine était entré dans la pièce, refermant fermement la porte derrière lui. Comme licencier mon associé sans me consulter. Juliette s'était précipitée hors du bureau, lissant sa jupe. Monsieur Hamilton, Étienne ne faisait que mettre en œuvre le plan de restructuration que vous avez approuvé. J'ai approuvé rien de tel. Antoine l'avait interrompu. Et je n'ai certainement jamais autorisé à licencier Sophie. C'était une décision commerciale nécessaire, Étienne avait insisté, reprenant son calme. L'indemnité de départ était généreuse. Maman a toujours dit, tu étais trop indulgent avec elle. Quoi qu'il en soit. Antoine décrivit la fureur qui l'envahit alors, une rage si intense que sa vision s'était floue sur les bords. Le médecin l'avait mis en garde contre le stress, mais à ce moment-là, il ne put se contenir. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois cruel, Étienne, lui avait-il dit, ou stupide. As-tu même lu le contrat avant de la licencier? Étienne avait ricané. Quel contrat? Elle est du management intermédiaire. Antoine avait plongé la main dans sa mallette et en avait sorti un dossier, l'accord original que Manon avait rédigé il y a 16 ans. Sophie n'est pas seulement ta femme, espèce d'idiot. C'est mon associé. L'actionnaire majoritaire de Lefebvre Technologies. Tandis qu'Antoine racontait le moment de la révélation, un sourire sombre traversa son visage. J'aimerais que tu aies pu voir leur visage, Sophie, pur choc. Juliette a même laissé tomber sa coupe de champagne. Vous mentez. Étienne avait bafouillé. C'est impossible. J'aurais su. Aurais-tu? Tu n'as jamais montré d'intérêt pour les documents fondateurs, trop occupé à t'attribuer le mérite des innovations des autres. Antoine avait claqué le contrat sur le bureau. Sophie a fourni le capital de démarrage quand aucune banque ne voulait nous toucher. Son héritage a financé tout, l'équipement, les brevets, les 3 premières années de coûts d'exploitation. Sans elle, il n'y aurait pas de Lefebvre Technologies. Dans la voiture, j'ai demandé, comment Juliette a-t-elle réagi? Antoine renifla. D'abord le choc, puis le calcul. Cette femme s'adapte vite. Elle a immédiatement tenté de se positionner en spectatrice innocente, je ne faisais que suivre les directives d'Étienne, Monsieur Hamilton. Je n'avais aucune idée de tout ça. Mais Antoine n'avait pas été dupé. Il avait vu les messages textes sur le téléphone d'Étienne. Juliette avait été celle qui insistait pour ta révocation pendant des mois, suggérant des remplaçants pour ton poste, toujours des gens connectés à elle d'une manière ou d'une autre. Puis elle a essayé de te discréditer, Antoine continua, tandis que nous entrions dans le parking de l'entreprise. Elle a dit que tu avais sapé l'autorité d'Étienne, saboté des projets, partagé des secrets d'entreprise avec des concurrents.
C'est ridicule, dis-je, sincèrement surprise. J'ai tout donné à cette entreprise. Je le sais. Je lui ai dit très clairement ce que je pensais de ces accusations. Antoine se gara à sa place réservée, que quelqu'un, probablement Juliette, avait déjà réétiqueté avec le nom d'Étienne. Il décolla les lettres en vinyle avec une satisfaction sauvage. Étienne était apparemment passé du déni à la colère rapidement. « Tu ne m'as jamais fait confiance pour diriger cette entreprise », avait-il crié. « Tu l'as fait m'espionner toutes ces années, te rapportant tout. » « Non, fils, » Antoine avait répondu, sa voix lourde de déception. « Je te faisais confiance pour gagner le droit de diriger, pas pour le voler. Sophie n'a jamais eu besoin d'espionner, tes actions parlaient d'elles-mêmes. » La confrontation avait dégénéré jusqu'à ce qu'Antoine mentionne la clause de résiliation du contrat, celle sur laquelle Manon avait insisté, en cas de licenciement abusif, la participation de Sophie augmenterait automatiquement à 70% des actions avec droit de vote, Antoine conservant 25%. Étienne, en tant qu'actionnaire minoritaire, se retrouverait avec seulement 5%. Il devint blanc comme un linge, dit Antoine, garant la voiture. Il commença à menacer de poursuites judiciaires, alléguant une influence indue. Juliette était déjà au téléphone, appelant probablement son amie avocate en droit des sociétés. Antoine avait mis fin à la confrontation en convoquant une réunion d'urgence du conseil d'administration pour 10 heures, ce qui était dans 20 minutes. Le conseil doit comprendre ce qui s'est passé et pourquoi le leadership change, avec effet immédiat. Tandis que nous marchions vers le bâtiment, je me sentais étrangement calme. Tu sais qu'ils vont se battre. Laisse-les essayer, Anthony dit d'un air sombre. Manon s'est préparée à toute éventualité. Il y a même un langage couvrant les tentatives d'assassinat de réputation, ce que Juliette a déjà violé. Dans le hall, les conversations cessèrent tandis que les employés nous remarquaient. Les nouvelles voyageaient vite dans une organisation de cette taille. Certains visages montraient de la confusion, d'autres de l'inquiétude, quelques-uns une satisfaction à peine dissimulée. J'avais toujours traité le personnel de soutien avec respect, quelque chose qu'Étienne et Juliette considéraient en dessous d'eux. Le trajet en ascenseur vers l'étage exécutif fut silencieux, nous rassemblant tous deux nos forces pour ce qui allait arriver. Tandis que les portes s'ouvraient, nous fûmes accueillis par Juliette, son calme retrouvé et un faux sourire plaqué sur son visage. « Monsieur Lefebvre, Sophie, » dit-elle d'un ton doux. « Le conseil s'assemble maintenant. Étienne m'a demandé de vous escorter. »« Je connais le chemin de la salle du conseil que j'ai aidé à payer, » répondis-je calmement. Le sourire de Juliette fléchit. « Étienne a préparé une contre-proposition que je pense que vous trouverez tout à fait raisonnable, une sortie en douceur pour toutes les parties. » Antoine rit, un son court et dur. « Les seules sorties aujourd'hui seront la vôtre et la sienne, si vous continuez cette mascarade. » Les yeux de Juliette se plissèrent, son masque glissant. « Ne soyez pas si sûr, vieil homme. Les choses ont changé ici. Le conseil respecte la vision d'Étienne, pas votre style de gestion dépassé. » Tandis que nous approchions des portes de la salle du conseil, nous pouvions entendre la voix d'Étienne, urgente et persuasive. Il était déjà en train de travailler les membres du conseil, leur présentant sa version des événements. Antoine posa sa main sur mon épaule. « Prête ?» J'hochetai la tête, redressant mon dos. J'étais prête depuis 16 ans. Nous poussâmes les portes ensemble, entrant dans la tempête. La salle du conseil tomba silencieuse à notre entrée. 8 paires d'yeux se tournèrent vers nous, 5 membres du conseil, Étienne, Juliette et Martha du service juridique, qui feuilletaient frénétiquement une pile de documents. Étienne se tenait à la tête de la table, mon contrat projeté sur l'écran derrière lui, clause spécifique surlignée en rouge colère. « Sympa de vous joindre à nous, » dit-il, sa voix tendue. J'étais juste en train d'expliquer au conseil comment cet accord dépassé a été remplacé par des documents de gouvernance d'entreprise plus récents. Je m'assis directement en face de lui, pas ma place habituelle. J'avais toujours été assise 3 chaises plus loin, la position d'une manager de niveau intermédiaire invitée à présenter, pas d'une décideuse clé. Les expressions des membres du conseil allaient de la confusion au malaise embarrassé. Aucun d'eux n'avait su que j'étais autre chose que la femme d'Étienne et une employée dévouée. « Martha, » dis-je calmement à la jeune avocate. « Vous pourriez vouloir appeler Manon Parker chez Harrington et West. Elle a rédigé l'accord original et toutes les modifications ultérieures. Elle attend votre appel. » Martha jeta un coup d'œil nerveux à Étienne, qui donna un bref signe de tête tandis qu'elle s'éclipsait pour passer l'appel. Antoine posa un épais dossier sur la table. « Pendant que nous attendons des éclaircissements juridiques, dit-il,
je crois que nous devrions aborder la raison de cette réunion d'urgence, le licenciement inapproprié d'une associée fondatrice sans l'approbation du conseil. Ce qui suivit fut 3 heures du combat corporatif le plus intense que j'ai jamais vu. Manon se joignit par conférence téléphonique, ses explications juridiques précises démantelant les arguments d'Étienne un par un. À la fin de la réunion, le conseil n'eut d'autre choix que de reconnaître ma propriété majoritaire et d'annuler mon licenciement. Ce n'est pas fini. Étienne siffla tandis que nous sortions en file indienne. Juliette avait déjà disparu, vraisemblablement pour vider son bureau avant l'arrivée de la sécurité. Vous avez raison là-dessus, répondis-je calmement. Cette confrontation avait eu lieu il y a 2 semaines. Depuis, je m'étais isolé dans mon bureau à domicile, converti il y a des années d'une future chambre d'enfant quand nous apprîmes que nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Les murs étaient maintenant couverts d'organigrammes, de rapports financiers et de post-it détaillant les irrégularités que j'avais découvertes en épluchant les dossiers de l'entreprise. Être sous-estimé avait ses avantages, en tant que simple employé, j'avais eu accès à des systèmes et des conversations qui révélaient le véritable état de Lefebvre Technologies. Maintenant, avec un accès exécutif complet accordé par le conseil, je découvrais à quel point la pourriture s'était étendue sous l'influence d'Étienne. Il avait siphonné près de 800 000 € de fonds de développement vers la start-up de son colocataire d'université, dis-je à Antoine lors d'une de nos sessions de stratégie en soirée. L'accord montre que nous avons reçu des droits de licence exclusifs, mais la technologie ne s'est jamais matérialisée. Antoine secoua la tête, examinant les documents que j'avais étalés sur ma table de salle à manger. Nicolas Fournier a toujours convaincu Étienne qu'il était le prochain Steve Jobs. Comment ai-je pu manquer ça? C'était enfoui dans le budget RD sous forme de consultation externe. Et il y a plus. Je lui passai un autre dossier. Le frère de Juliette a été embauché en tant que consultant senior en vente l'année dernière, salaire de 150 000 € plus commission. Selon les dossiers RH, il n'a pas apporté un seul compte. Nuit après nuit, nous reconstituâmes un schéma inquiétant. Étienne avait systématiquement remplacé le personnel expérimenté par des amis et des relations, créant un réseau de fidélité basé sur des faveurs plutôt que sur le mérite. Les rapports de contrôle qualité avaient été altérés, les plaintes clients enterrées, les projections financières manipulées pour justifier des bonus. Mon téléphone vibrait constamment avec les messages d'Étienne, évoluant de menaçant à cajoleur à désespéré. Tu fais une erreur, nous pouvons arranger ça, quoi que papa te paie pour faire ça, je le doublerai, Sophie, s'il te plaît, 15 ans de mariage ça doit compter pour quelque chose, au moins, retrouve-moi pour un café, écoute ma version. Je les laissais tous sur la messagerie vocale, me concentrant plutôt sur les alliés dont j'aurais besoin pour la suite. La première fut Denise de la comptabilité, qui était avec l'entreprise depuis le début. Elle avait vu son département se réduire tandis qu'Étienne externalisait des fonctions à une firme dirigée par son ancien camarade de classe. J'ai tenu mes propres registres, confia-t-elle quand je l'invitai pour un café dans un café loin du bureau. Elle fit glisser une clé USB sur la table. Des écarts entre les dépenses déclarées et les paiements réels. Je pensais que j'étais juste paranoïaque jusqu'à ce que vous appeliez. Puis vint Rémi de l'ingénierie, ignoré pour une promotion quand Étienne fit venir le cousin de Juliette malgré les qualifications supérieures de Rémi. Les nouveaux protocoles de sécurité ont été mis de côté, révéla-t-il lors de notre réunion discrète. Ceux que vous avez défendus l'année dernière. Juliette a dit qu'ils étaient trop coûteux et a fait signer à Étienne les normes légales minimales à la place. Un par un, je contactai les employés qui avaient été mis de côté ou réduits au silence, chacun avait une pièce du puzzle, preuve de compromis fait et de normes compromises. Vous avez construit un sacré réseau parallèle, observa Antoine un soir, impressionné par mon approche méthodique. Je n'avais jamais réalisé combien de gens vous étaient fidèles. Pas à moi, je le corriguai. Aux valeurs de l'entreprise, celles que vous avez inculquées dès le début. Au cours de notre 3e semaine d'enquête, Antoine apporta sa propre bombe. Étienne a rencontré Westlake Industries. J'ai demandé à Grégoire du service juridique de vérifier une rumeur, il discute des termes d'acquisition. Mon sang se glaça. Westlake était notre plus grand concurrent, connu pour acheter des entreprises, les dépouiller de leurs actifs et se débarrasser des employés. Il ne peut pas vendre sans notre approbation. Il essaie de faire pression avec sa position de PDG pour nous forcer la main, affirmant que sans cet accord, l'entreprise échouera. Antoine semblait épuisé. Certains membres du conseil deviennent nerveux. Cette nuit-là, après le départ d'Antoine, je restai seul dans mon bureau à domicile, fixant les preuves que nous avions recueillies. Mon téléphone vibra avec le 19e appel d'Étienne de la journée. Cette fois,
Je répondis. Que veux-tu, demandai-je platement. Dîner. Juste un dîner, Sophie, sa voix n'avait aucune de son arrogance habituelle. La salle à manger privée de l'hôtel Vendôme. Je viendrai seul. J'aurais dû refuser, mais la curiosité l'emporta. Demain, 19h. J'amènerai quelqu'un du service juridique. Bien. Tout ce qu'il te faut. Il marqua une pause. Merci d'au moins me parler. Je raccrochai sans répondre et appelai Antoine. Étienne veut me rencontrer. C'est un piège, il avertit immédiatement. Bien sûr que ça l'est, j'acceptai. Mais je veux entendre ce qu'il propose. Cela pourrait révéler ce qu'il a le plus peur que nous trouvions. Nous passâmes le reste de la nuit à préparer, anticipant tous les scénarios possibles. À l'aube, j'avais esquissé notre stratégie finale, la réponse calculée au mouvement désespéré d'Étienne. Me doucher et m'habiller soigneusement, sélectionnant un tailleur bleu conservateur que je n'avais pas porté depuis mon licenciement. Dans ma mallette, je plaçais un seul dossier contenant des documents qui détermineraient l'avenir de Lefebvre Technologies et les gens qui l'avaient bâti. Quoi qu'il se passe au dîner, Étienne était sur le point d'apprendre que me sous-estimer avait été son erreur la plus coûteuse. La salle à manger privée de l'hôtel Vendôme était d'une élégance discrète, ton neutre, éclairage doux et une table dressée pour 3, bien que seul Étienne attendît à mon arrivée. Aucune trace de Juliette. Mon avocate Claire Duval, une collègue de Manon spécialisée en fraude d'entreprise, m'accompagnait, tablette et enregistreur prêts. Merci d'être venu, Étienne dit, se tenant maladroitement. Disparue était la présence imposante qu'il avait cultivée pendant des années à jouer aux dirigeants. Il semblait plus petit d'une manière ou d'une autre, son costume de marque un peu lâche, des cernes sombres ombrageant ses yeux. Vous avez demandé cette réunion, lui rappelai-je, m'asseyant en face de lui plutôt qu'à ses côtés. J'écoute. Claire plaça sa tablette sur la table, l'application d'enregistrement visiblement en marche. Étienne y jeta un coup d'œil nerveux avant de pousser un dossier vers moi. Une offre de règlement, dit-il. Je garde le contrôle opérationnel en tant que DG. Vous et papa conservez la surveillance financière. Nous faisons appel à un auditeur indépendant acceptable pour toutes les parties. Nous arrêtons les enquêtes internes. Acceptons d'aller de l'avant et de protéger la réputation de l'entreprise. J'ouvris le dossier, le parcourus rapidement et le refermai. Et Juliette ? Son expression se crispa. Repositionnée aux relations externes. Elle a des contacts précieux. Non, l'interrompis-je. Cela ne va pas marcher. Étienne se pencha en avant, le désespoir affleurant dans sa voix. Sophie, sois raisonnable. Pense à ce qu'une bataille publique fera à l'entreprise, au nom Lefebvre. J'ai guère pensé à autre chose ces dernières semaines, répondis-je calmement. J'ouvris ma mallette et en sortis mon propre dossier. Voici ma contre-offre. Il parcourut le document, son visage pâlissant à chaque page. C'est. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Complètement sérieuse. Un audit forensique a déjà commencé. Les conclusions préliminaires sont détaillées à la page 4. Claire tapota sa tablette. L'équipe d'audit a identifié 2,3 millions d'euros de fonds détournés. Le document décrivait les termes selon lesquels Lefebvre Technologies ne poursuivrait pas de charges criminelles. Les mains d'Étienne tremblèrent tandis qu'il posait les papiers. Cela me détruirait. Vous avez fait cela vous-même, dis-je calmement. Je vous offre une façon de partir avec votre liberté et assez pour recommencer. Plus que ce que vous m'avez offert. Nos repas arrivèrent, intacts, tandis qu'Étienne luttait contre l'inévitable. Finalement, il demanda, qu'en est-il de nous ? 15 ans, Sophie. Pendant un instant, je sentis un faible écho de la connexion que nous avions autrefois partagée, jeunes professionnels ambitieux construisant quelque chose ensemble. Puis je me rappelai le sourire narquois de Juliette tandis que j'étais renvoyé de la salle du conseil. Signez l'accord, Étienne. Où nous pouvons continuer cette conversation avec le FBI présent. 3 jours plus tard, j'entrai par les portes d'entrée de Lefebvre Technologies en tant que DG par intérim. Le communiqué de presse était sorti ce matin-là, Étienne Lefebvre se retire pour raisons personnelles. Sophie Lefebvre assume la direction pendant la transition. Antoine Lefebvre revient en tant que président du conseil d'administration. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent tandis que j'approchais. Madame Lefebvre. Bon retour. Merci, Diane, dis-je chaleureusement. Comment va votre fils à l'université ?
Sa surprise d'être rappelé se fondit en un sourire sincère. Il est sur la liste du doyen le premier semestre. Ce programme de bourse que vous avez lancé a fait toute la différence. Le trajet en ascenseur vers l'étage exécutif semblait différent cette fois. Les employés hochaient la tête respectueusement, certains offrant de discrètes félicitations. Les chuchotements qui suivirent étaient de curiosité plutôt que de pitié. J'avais toujours traité le personnel de soutien avec respect, quelque chose qu'Étienne et Juliette considéraient en dessous d'eux. Antoine attendait dans le bureau du PDG et le bureau d'Étienne jusqu'à hier, maintenant le mien. L'espace avait déjà été transformé. Disparues étaient les œuvres d'art moderne prétentieuses qu'Étienne avait insisté projeter le succès. Le bureau avait été repositionné pour faire face à la porte plutôt qu'à la vue, faisant de cela une question de travail plutôt que de statut. L'équipe a travaillé toute la nuit, expliqua Antoine. Ils ont dit qu'ils voulaient que ce soit prêt pour votre premier jour. Je remarquais des touches familières, mes anciennes plantes, sauvées du stockage, des photos de famille que j'avais gardées dans mon bureau de management intermédiaire, la chaise en cuir usé que j'avais toujours trouvée plus confortable que le trône ergonomique d'Étienne. Première chose à faire, dis-je, m'installant derrière le bureau. Les chefs de département attendent dans la salle de conférence. La réunion qui suivit donna le ton pour les nouvelles Lefebvre Technologies. Les conclusions de l'audit forensique furent présentées en toute transparence, 2,7 millions d'euros de fonds détournés, népotisme systématique et compromis dangereux sur le contrôle qualité. Aucune tentative de cacher ou de minimiser les dégâts. Nous allons arranger ça, dis-je aux dirigeants choqués. Ensemble, en commençant par une restructuration qui récompense le mérite, pas les relations. Rémi de l'ingénierie fut promu directeur technologique principal, remplaçant le frère de fraternité d'Étienne qui avait manqué si délais critiques. Denise devint directrice financière principale, ses décennies de connaissances institutionnelles finalement reconnues. Dans toute l'organisation, les employés talentueux qui avaient été négligés furent élevés à des postes où ils pouvaient apporter de réelles contributions. À la fin de la semaine, la transformation était palpable. L'énergie était revenue dans les bureaux. Les idées circulaient librement dans les réunions où les gens s'étaient précédemment tus de peur de contredire Étienne ou les favoris de Juliette. Je n'ai jamais vu le moral remonter aussi vite, Antoine commenta tandis que nous examinions les progrès de la semaine. Le conseil est impressionné. Même les sceptiques commencent à changer d'avis. Les gens veulent bien faire leur travail, répondis-je. Ils ont juste besoin du bon environnement. La confrontation finale arriva de manière inattendue. Je travaillais tard, examinant les plannings de production, quand la porte de mon bureau s'ouvrit d'un coup. Juliette se tenait là, du mascara coulant sur son visage, serrant un sac à main de marque comme un bouclier. « Vous avez eu ce que vous vouliez » cracha-t-elle. Étienne quitte le pays, il dit qu'il ne peut pas affronter l'humiliation. Je posai mon stylo. C'est son choix. L'accord ne requérait que sa démission. Vous l'avez détruit. Après tout ce qu'il a fait pour cette entreprise. Qu'a-t-il fait exactement, Juliette? À part s'attribuer le mérite du travail des autres et siphonner de l'argent à ses amis? Elle hésita, la colère momentanément remplacée par l'incertitude. Il avait de la vision. Non, corriguai-je doucement. Il avait de l'ambition. Il y a une différence. Juliette s'affaissa dans une chaise, soudain dégonflée. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Cela dépend. L'audit forensique montre que vous avez reçu 176 000 € de bonus inappropriés et autorisé l'embauche de 3 membres de votre famille pour des postes inexistants. Vous pouvez rembourser l'argent et démissionner, ou nous pouvons procéder légalement. Sa façade s'effondra entièrement. Je ne peux pas rembourser ce genre d'argent. C'est parti. Alors, vous avez un chemin difficile devant vous. Je lui tendis une carte. Cette avocate est spécialisée dans les cas de restitution financière. Elle peut aider à structurer un plan de remboursement qui pourrait vous éviter la prison. Après qu'elle soit partie, Antoine apparut dans l'encadrement de la porte. Vous avez entendu? J'hochetai la tête. La sécurité a appelé quand elle est arrivée. Il entra, fermant la porte derrière lui. Vous auriez pu la faire arrêter. Dans quel but? Elle a perdu tout ce qui comptait pour elle, le statut, le pouvoir, Étienne. J'haussai les épaules. Certaines leçons doivent être apprises à la dure. Antoine m'étudia avec un respect renouvelé. Quand êtes-vous devenu si sage? Quelque part entre être licencié par mon mari et découvrir que je possédais l'entreprise, répondis-je avec un petit sourire.
Tandis que nous regardions les lumières de la ville, Antoine posa une main sur mon épaule. Vous savez, j'ai toujours espéré qu'Étienne deviendrait le genre de leader que cette entreprise méritait. Il s'avère qu'elle était là tout le long. Les Lefebvre technologies qui émergèrent du scandale étaient plus fortes, plus éthiques et plus innovantes qu'auparavant. Les projets que j'avais défendus pendant des années, un matériau durable, programme de développement des employés, fabrication éthique devinrent nos nouvelles priorités. Parfois, tard la nuit dans mon bureau, je me retrouvais à me demander ce qu'il en était d'Étienne et de la vie que nous avions planifiée ensemble. Mais ces moments devinrent plus rares tandis que Lefebvre Technologies prospérait sous une nouvelle direction. Certains appelèrent cela vengeance, je préférais y voir une restauration, des valeurs, du but, du potentiel. L'entreprise n'avait pas juste survécu à la trahison, elle en avait été transformée.